Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir les 10 matchs les plus légendaires et les plus marquants de l'histoire de la Coupe du Monde. J'avoue, moi-même, en tant qu'amateur de foot, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. On va voir ça ensemble tout de suite. On ne perd pas plus de temps. Vamos! Numéro 1, Brésil-Italie 1970. La finale de la Coupe du Monde 1970, elle s'est déroulée le 21 juin 1970 au Mexique. Elle a opposé le Brésil à l'Italie. Cette finale, elle est souvent citée comme l'une des plus belles de l'histoire du foot. Le Brésil ouvre le score grâce à une tête de Pelé. À la 37e minute, l'Italie égalise avec un tir puissant de son attaquant, Roberto Boninsegna, qui évoluait à l'époque à l'Inter Milan. À la 66e minute, le milieu brésilien a donné l'avantage au Brésil. Et donc après, le Brésil a déroulé et a marqué 2 buts supplémentaires, avec notamment le dernier en fin de match, qui reste une référence dans l'histoire du foot mondial. Donc pour le décrire un peu, l'action elle a débuté par une série de passes entre plusieurs joueurs brésiliens. Pelé, il a reçu le ballon et sans même lever les yeux, il a délivré une passe en retrait parfaitement dosée vers la droite. Et c'est Carlos Alberto qui a conclu d'une frappe puissante, sans se poser de questions. La Coupe du Monde 1970, ça a été la première à être diffusée en couleur. Ça a marqué vraiment une avancée technologique dans la manière dont les matchs ont été vécus à l'époque par le public. On a aussi assisté à l'introduction des cartons jaunes et des cartons rouges pour signaler les avertissements et les expulsions. Et à l'issue de celle-ci, le Brésil, il a décroché son 3e titre mondial. Numéro 2, Argentine-Angleterre, 1986. Alors c'est le 22 juin 1986 au stade Azteca de México, donc le même que la finale 1970. L'Argentine affrontait l'Angleterre, c'était un quart de finale. Le match, il est resté gravé dans les mémoires pour la performance exceptionnelle ce jour-là de Maradona. Donc à la 51e minute, Maradona il ouvre le score en inscrivant un but polémique de la main, un geste qui sera plus tard surnommé comme la main de Dieu. Tout le stade a vu la main, sauf l'arbitre et son assistant. 3 minutes plus tard, donc à la 54e minute, après son premier but, il va réaliser une action exceptionnelle en dribblant 6 joueurs anglais et même le gardien Peter Shilton, et il va doubler la mise. Ce but, il est souvent qualifié comme le but du siècle, et il est même reconnu comme une des plus belles actions individuelles de l'histoire du foot. Donc juste avant, avec le Brésil 70, on a eu le plus beau but collectif, là on a le plus beau but individuel, et donc l'Angleterre a réduit l'écart à la 81e minute, mais ça n'a pas suffi pour inverser le cours du match. Et pour la petite anecdote, le contexte politique de l'époque, il était marqué par la récente guerre des Malouines entre l'Argentine et le Royaume-Uni, et ce match-là, il a vraiment pris une dimension spéciale au-delà du foot, et les gens, ils ont vu les actions de Maradona d'une manière différente, influencée notamment par la guerre et les tensions entre les deux pays. Cette victoire, elle a propulsé l'Argentine vers son 2e titre mondial, et elle a bien sûr consolidé la légende de Diego Maradona. Numéro 3, Angleterre, Allemagne de l'Ouest, 1966. C'est le 30 juillet 1966 au stade de Wembley à Londres. L'Angleterre, le pays organisateur, affrontait en finale la République fédérale d'Allemagne, donc l'Allemagne de l'Ouest. À la 12e minute, l'Allemagne a ouvert le score grâce à Helmut Haller. L'Angleterre égalise 6 minutes plus tard avec Geoff Hurst, qui reprend de la tête un centre de Bobby Moore. À la 78e minute, l'Angleterre prend l'avantage grâce à Martin Spitter qui marque d'une frappe du gauche. Mais à la 89e minute, l'Allemagne égalise finalement avec Wolfgang Weber qui marque d'une frappe du droit. À la 101e minute, Geoff Hurst, il va marquer un but controversé qu'on a appelé aussi le but fantôme, après que sa frappe a heurté la barre transversale et a rebondi sur la ligne de but. Et à la 120e minute, Hurst, il va quand même sceller la victoire de l'Angleterre en inscrivant un triplé après prolongation. L'Angleterre s'est imposée 4-2. Ce but de Geoff Hurst à la 101e minute, il reste l'un des plus discutés de l'histoire du foot. À l'époque, il n'y avait pas de technologie pour confirmer si le ballon avait entièrement franchi la ligne, comme on peut voir maintenant avec la goal line technologie qui a été introduite en 2012. La décision de l'arbitre, elle a été fortement critiquée
critiqué. Et en Allemagne, ce but, il est même surnommé le but de Wembley. Et au-delà de ça, le match, il a offert beaucoup de tension. Et même avec en finale un triplé de Geoff Hurst. Donc on y reviendra par la suite. Cette victoire, au final, elle a offert à l'Angleterre son premier et unique titre mondial. Et ça a vraiment marqué un sommet dans l'histoire du football britannique. Numéro 4, Allemagne de l'Ouest, Autriche, 1982. Alors là, c'est vraiment pas sportif. Donc le 25 juin 1982, au stade El Molinón de Gijón, au nord de l'Espagne, l'Allemagne de l'Ouest affrontait l'Autriche pour son dernier match de la phase de groupe. Le match, il est devenu célèbre puisque les deux équipes, on peut le dire, se sont vraiment arrangées ce jour-là. À la 11e minute, l'Allemagne de l'Ouest ouvre le score grâce à un but de la tête. Et pendant le reste du match, il se passe plus rien. Plus aucune véritable attaque, ni aucune frappe dangereuse des deux côtés. Les joueurs, ils se passent le ballon sans vraiment chercher à marquer. Le rythme du match, il est devenu très lent, presque arrêté. Et donc l'Allemagne de l'Ouest a battu l'Autriche 1-0. Ça a permis aux deux équipes de se qualifier et de sortir des poules au détriment de l'Algérie. L'Algérie, cette année-là, qui avait pourtant obtenu 2 victoires sur 3. Les Algériens, ils avaient juste perdu face à l'Autriche. Ce match, il a été surnommé le match de la honte en raison des suspicions d'arrangement entre les deux équipes. Et les supporters qui étaient présents au stade, ils ont beaucoup sifflé la rencontre. Les fans algériens, bien sûr, ils ont protesté contre cette tricherie. Et en réponse à ce match, la FIFA a modifié le format de la phase de groupe pour que tous les matchs de la dernière journée se déroulent simultanément et que ça puisse éviter de nouvelles tricheries à l'avenir. Numéro 5, Corée du Sud, Italie 2002. Le 18 juin 2002, au stade de Busan, en Corée du Sud, l'Italie affrontait en 8e de finale la Corée du Sud qui co-organisait le mondial cette année-là avec le Japon. Le match, il est resté gravé dans les mémoires en raison d'un arbitrage polémique de Byron Moreno, l'arbitre équatorien. À la 18e minute, l'Italie ouvre le score avec un but de la tête, mais à la 88e minute, la Corée du Sud égalise et accède aux prolongations avec notamment la règle à l'époque du but en or qui n'aura pas été introduite très longtemps puisqu'on la retrouve seulement en 1998 et en 2002. Dès le début du match, l'arbitre avait déjà attribué un penalty vraiment fort généreux, on va dire, à la Corée du Sud, mais Gianluigi Buffon l'avait stoppé. Et lors des prolongations, des décisions en défaveur de l'Italie vont s'enchaîner. On a tout d'abord l'expulsion de Francesco Totti. L'attaquant italien, il reçoit un second carton jaune. Il est expulsé pour une simulation dans la surface, malgré un contact avec le défenseur sud-coréen. Ensuite, l'arbitre, il va refuser le but en or de Damiano Tomassi. Et finalement, à la 117e minute, Jung Won, il inscrit le but en or pour la Corée du Sud et élimine l'Italie. Suite à ce match, il va même être renvoyé de son club italien, Pérouse. Le propriétaire du club, il a dit qu'il voulait pas payer le salaire d'un joueur qui avait éliminé l'Italie. Les décisions de l'arbitre équatorien, notamment l'expulsion de Totti et l'annulation du but en or de l'Italie, ont été vivement critiquées. Il s'agit vraiment d'un des matchs les plus polémiques de l'histoire du tournoi. Il a même alimenté des accusations de favoritisme envers le pays organisateur. Ce match, ça reste encore un sujet sensible parmi les supporters et les observateurs du football. Numéro 6, Brésil-Allemagne, 2014. Le 8 juillet 2014, au stade Mineirão de Belo Horizonte, le Brésil affrontait l'Allemagne en demi-finale du tournoi. Ce match, il est devenu l'un des plus mémorables de l'histoire en raison du score sans appel. À la 11e minute, l'Allemagne ouvre le score grâce à Thomas Müller. À la 23e minute, Miroslav Klose double la mise, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts. Une minute plus tard, Toni Kroos va marquer et va même inscrire un doublé en l'espace de seulement 2 minutes. Et à la 29e minute, Khedira ajoute un 5e but. Donc on est à ce moment-là à 5-0 en même pas 30 minutes. Ça devient vraiment dramatique. En seconde mi-temps, André Chourleux, qui vient d'entrer en jeu, marque un 6e but. Il va même inscrire un doublé. Ça va porter le score à 7-0. Il va marquer une reprise de volée sous la barre transversale. Et à la 90e minute, donc le Brésil va sauver l'honneur grâce à Oscar qui va marquer d'une frappe du droit. Cette défaite humiliante, elle a été surnommée le Mineiraço en référence au Maracanazo,
de 1950, où le Brésil avait également subi une défaite inattendue en finale contre l'Uruguay. Le terme mini-rasso, il symbolise la profonde déception ressentie par le pays tout entier face à cette lourde défaite à domicile. L'Allemagne a inscrit 4 buts en 6 minutes et le Brésil, ce jour-là, il a subi sa plus lourde défaite en Coupe du Monde. Cette défaite, elle reste vraiment gravée dans les mémoires comme l'une des plus grandes tragédies sportives de l'histoire du pays. Numéro 7, Portugal, Corée du Nord, 1966. Alors là, on a surnommé ce match la remontée de l'histoire. Le 23 juillet 1966, à Liverpool, le Portugal affrontait la Corée du Nord en quart de finale du tournoi. Ce match, il est resté gravé dans les mémoires en raison de la spectaculaire remontée du Portugal. Dès la première minute, la Corée du Nord ouvre le score avec un tir de Pak Sun-jin qui est dévié par le défenseur portugais Vicente. À la 22e minute, la Corée du Nord double la mise et à la 25e minute va même inscrire un 3e but. Ça va vraiment surprendre tout le monde. Mais 2 minutes plus tard, donc réaction portugaise avec un tir puissant du Ballon d'Or de l'époque, Eusebio, qui va réduire l'écart à 3-1. À la 43e minute, il va transformer un penalty, ça va porter le score à 3-2 à la mi-temps. Et à la 56e minute, Eusebio, encore lui, il va égaliser à 3-3. À la 58e minute, nouveau penalty pour le Portugal et Eusebio donne l'avantage à son équipe, 4-3. Et 10 minutes avant la fin, José Augusto scelle la victoire avec un 5e but portugais. Le match, ce jour-là, il a été marqué par la performance exceptionnelle d'Eusebio qui a inscrit 4 buts. C'est l'une des plus remarquables prestations individuelles de l'histoire de la Coupe du Monde. Et en plus de sa performance, on peut aussi souligner le parcours de l'équipe de Corée du Nord. Leur parcours, il est considéré comme l'un des exploits les plus remarquables de l'histoire du tournoi, puisque pour la première fois, une équipe asiatique atteignait les quarts de finale. Et malgré leur défaite, les joueurs nord-coréens ont été accueillis en héros à leur retour au pays. Numéro 8, Allemagne de l'Ouest, France, 1982. Le 8 juillet 1982, à Séville, la France affrontait l'Allemagne de l'Ouest en demi-finale du mondial. À la 18e minute, Pierre Littbarski ouvre le score pour l'Allemagne de l'Ouest. À la 27e minute, Michel Platini l'égalise en transformant un penalty. Et vers la 60e minute, justement, Patrick Battiston, il est lancé en profondeur et il est violemment percuté par le gardien allemand Harald Schumacher à l'entrée de la surface. Ce choc, je peux vous le dire, il est vraiment impressionnant. Il est même souvent cité parmi les moments les plus violents de l'histoire du foot. Battiston, il a subi une commotion cérébrale, il a perdu 3 dents. Après le choc, il est resté inerte sur le terrain. Il a dû être évacué sur une civière. Les secours lui ont administré de l'oxygène. Michel Platini, il a même cru qu'il était peut-être décédé. Et contre toute attente, suite à ça, l'arbitre, il a même pas sanctionné le gardien allemand. Il a ordonné une simple remise en jeu. C'est une décision vraiment qui a suscité l'indignation générale. Le score, il est de 1 partout à la fin des 90 minutes et ça conduit les deux équipes en prolongation. Lors des prolongations, la France va marquer 2 buts. On est à 3-1 à ce moment-là, notamment grâce à Marius Trésor et à Alain Giresse. Mais à la 103e minute, malheureusement, l'Allemagne de l'Ouest va réduire l'écart. Ça va être encore une fois un but polémique car l'arbitre n'a pas sifflé faute en faveur de la France au départ de l'action. Et à la 108e minute, Klaus Fischer égalise d'une reprise acrobatique. Et du coup, après ces nombreux rebondissements, le match se joue finalement au tir au but. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'un match va se décider au penalty. L'Allemagne de l'Ouest va s'imposer 5-4. Ce match, il est considéré comme l'un des matchs les plus légendaires de l'histoire du football, notamment avec le choc entre Battiston et Schumacher qui est resté dans les esprits. C'est vraiment un des moments les plus choquants de l'histoire de la Coupe du Monde et même l'absence de sanctions après cette faute a énormément fait parler et l'élimination de la France a été vécue comme une injustice. Numéro 9, Italie, Allemagne de l'Ouest, encore une fois, 1970. Le 17 juin 1970,
1970, au stade légendaire Azteca de México, l'Italie affrontait l'Allemagne de l'Ouest en demi-finale. Ce match, il est souvent désigné comme le match du siècle. La défense italienne à l'époque était vraiment impressionnante, très rugueuse. Dès la 8e minute, l'Italie va ouvrir le score grâce à Roberto Boninsegna. Dans les arrêts de jeu du match, l'Allemagne va égaliser grâce à un but de Karl-Heinz Schellinger. Donc durant la prolongation, Gerd Müller il va donner l'avantage à l'Allemagne. 3 minutes plus tard, l'Italie va égaliser grâce à son défenseur Tarcisio Burnich, qui était peu habitué à marquer, mais il est resté dans la surface de réparation suite à un coup de pied arrêté. À la 104e minute, Luigi Riva il va donner l'avantage en marquant d'une frappe précise. À la 110e minute, Gerd Müller il va encore une fois égaliser pour l'Allemagne. Il va inscrire son 10e but du tournoi en 5 matchs. Et une minute plus tard, presque sur l'engagement, c'est Gianni Rivera qui est souvent remplaçant qui va marquer le but de la victoire pour l'Italie. Une image marquante de ce match, c'est celle de Franz Beckenbauer, le légendaire défenseur allemand, qui joue avec le bras en écharpe suite à un choc avec un joueur italien. Donc il se serait luxé l'épaule ou fracturé la clavicule, on sait pas trop, les sources divergent. Et malgré cette blessure, il a quand même choisi de rester sur le terrain car l'équipe allemande avait déjà utilisé les 2 remplacements qui lui étaient autorisés. Et donc cette image de Beckenbauer qui joue avec le bras immobilisé, c'est vraiment devenu un modèle de détermination et d'engagement total. Au-delà de ça, le match il a offert un spectacle exceptionnel avec notamment 5 buts lors des prolongations. Et malgré les blessures et les moments difficiles, c'est finalement l'Italie qui est sortie vainqueur de ce match sur le score de 4-3. Mais l'Italie, cette année-là, comme vous le savez, va perdre la finale contre le Brésil de 1970 qui reste encore la référence dans l'histoire du football. Et numéro 10, le dernier, le meilleur pour la fin, donc Argentine-France, la finale de 2022. Le 18 décembre 2022 au stade de Lusail au Qatar, l'Argentine affrontait la France en finale de la Coupe du Monde. Ce match il est considéré par beaucoup comme l'une des finales les plus irrespirables de l'histoire du foot. À la 23e minute, l'Argentine va ouvrir le score grâce à Lionel Messi qui a transformé un penalty obtenu par André Di Maria. À la 36e minute, Di Maria lui-même va doubler la mise, donc ça porte déjà le score à 2-0. La France à ce moment-là semble vraiment couler, proche même de se prendre un 3e but, mais 10 minutes avant la fin, Kylian Mbappé va réduire l'écart en transformant un penalty. Et à peine 97 secondes plus tard, Mbappé, encore lui, va égaliser d'une frappe magistrale, une superbe reprise de volée. Le match, il est rentré dans l'histoire à ce moment-là, car la France a réussi à inverser la tendance dans les dernières minutes de la rencontre. Et donc, les deux équipes vont finalement aller en prolongation. Messi va redonner l'avantage à l'Argentine en inscrivant son 7e but du tournoi. Mais 10 minutes plus tard, Mbappé encore va transformer un penalty, 3-3 à ce moment-là. La séance des tirs au but a vu l'Argentine s'imposer finalement 4-2. Ce match, bien que très récent, est absolument légendaire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, lors de cette finale, Kylian Mbappé est devenu le 2e joueur de l'histoire à inscrire un triplé en finale, après Geoff Hurst en 1966, donc j'avais dit qu'on y reviendrait. Sa prestation ainsi que celle de Lionel Messi, les deux joueurs en définitive les plus attendus du tournoi, a vraiment surpassé les attentes. Les supporters ont vécu les montagnes russes et Lionel Messi, le capitaine argentin, il a soulevé la Coupe du Monde ce jour-là. Il a décroché sa première victoire dans cette compétition et ça a donc renforcé son statut de légende du football. Ce sacre pour la planète foot, il était particulièrement significatif puisque la Coupe du Monde, c'était le seul trophée majeur qui manquait à son palmarès. Donc voilà du coup pour les 10 matchs les plus légendaires et les plus marquants de l'histoire de la Coupe du Monde. Bon, j'en ai peut-être oublié quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup des matchs légendaires. N'hésitez pas à me dire quel est le plus légendaire selon vous. Donc moi je vous dis, pour moi c'est Argentine-France 2022. Dites-moi également lequel ou lesquels vous auriez ajouté à cette liste. Abonnez-vous. Activez la cloche des notifications si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour de futures anecdotes et de nouvelles découvertes.
Salut tout le monde. Le soir même, Kipland, qui est âgé de 15 ans, il est enragé, il va tuer ses parents avec une arme à feu et recouvrir les corps d'un drap. Le lendemain, armé de plusieurs pistolets, il va retourner à Thurston et dans la cafétéria, il va ouvrir le feu. Il va notamment tuer 2 élèves, donc Ben Walker, 16 ans, et Michael Nicholson, 17 ans, et va en blesser 25 autres.